François Bourdon, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir à DataJob comme l'année dernière. Le Big Data est un mot qui est fort, qui réunit beaucoup de personnes. Le Big Data est souvent associé à la DSI, à la révolution technologique. Mais en quoi le Big Data, ça peut dépasser la pure rupture technologique ? Effectivement, le Big Data est souvent présenté comme une révolution technologique, et ça n'est une. Mais il faut surtout s'interroger sur les raisons pour lesquelles cette révolution technologique est là aujourd'hui, et la replacer dans le contexte dans lequel elle est apparue. Et elle est apparue essentiellement avec le développement des sociétés Internet B2C, qu'on connaît tous aujourd'hui, les fameuses GAFA, auxquelles on peut rajouter LinkedIn, et qui on oublie toujours dans les GAFA, je sais jamais, mais enfin bon, il y a un certain nombre d'autres qu'il ne faut pas oublier. Et ces sociétés ont la particularité d'avoir introduit des usages grand public, connectés en temps réel, tout le temps, notamment avec l'apparition du mobile, mais c'était déjà le cas avant, une connexion numérique directe avec les clients, en ayant des centaines de millions, voire des milliards de clients. Et donc, la problématique de gérer en temps réel les données d'usage de centaines de millions, voire des milliards de clients, est apparue avec ces sociétés-là. Avant, dans les banques, typiquement, les traitements bancaires se faisaient plutôt sur des bases de données transactionnelles. Ce qui était important, c'était la transaction, et non pas tellement la vitesse à laquelle on pouvait utiliser les données. L'aspect temps réel était aussi moins important, puisque typiquement, quand vous consultez votre compte bancaire, vous le consultez tel qu'il était la veille au soir à minuit. On fait des arrêts des comptes à intervalles réguliers. Donc l'informatique d'entreprise des années 80-90 était orientée plutôt transactionnelle et plutôt batch. L'informatique des années 2000, tirée par l'usage grand public, est orientée temps réel et plutôt orientée usage que transaction. On a vu l'émergence de bases de données pour lesquelles les contraintes dites d'acidité des bases de données étaient relaxées. Et si vous allez sur Amazon, il se peut, alors il y a une chance sur 1 milliard, que vous voyez des données de votre compte qui ne sont pas totalement vraies, mais les propriétés de ces bases de données, c'est de devenir ce qu'on appelle eventually consistent, c'est-à-dire ça redevient cohérent au bout d'un certain temps. Donc, c'est des objets effectivement technologiques d'une nature complètement différente qui ont émergé dans ces années 2000. Et aujourd'hui, le big data, ça sort pas subitement de nulle part, ça sort de la conversion progressive de l'ensemble de l'économie à cette économie numérique. Et donc, la vraie révolution, celle dans laquelle s'inscrivent les usages dont on parle dans ce salon, ce sont des usages qui s'inscrivent dans une révolution industrielle qui consiste à une réorganisation de l'ensemble des industries, y compris les industries les plus traditionnelles comme l'énergie, comme le spatial, comme le secteur automobile, sur des nouveaux usages numériques, connectés, en temps réel. Et donc, la caractéristique de cette révolution, c'est de remplacer une économie organisée en industrie, bien identifiées, indépendantes les unes des autres, avec des interactions B2B entre elles, par une économie tirée par les usages directs auprès du grand public, avec une intégration complètement verticale, aussi bien de la production que de la commercialisation, en ayant une gestion complète de A à Z, une maîtrise complète de A à Z des produits. Si vous regardez par exemple des gens comme Netflix, effectivement, ils ont une relation numérique directe connectée avec leurs clients. C'est d'ailleurs comme ça, par exemple, mais je suis sûr que je n'apprends rien à personne dans cette salle, qu'ils ont réussi à faire le casting de rêve pour faire certaines de leurs productions. En analysant les usages, ils faisaient un remake, ils ont analysé les usages de ce que les gens regardaient, de qui regardaient la série originale, et donc ils en ont déduit qu'il fallait prendre pour le remake. Donc c'est cette capacité aujourd'hui d'avoir une économie tirée par les usages grand public, et le fait que les usages grand public sont eux-mêmes tirés par l'addiction et la satisfaction, qui font que la capacité à traiter en temps réel des centaines de millions de clients et les données qu'ils produisent devient un argument concurrentiel absolument majeur. Un autre des traits caractéristiques de cette révolution industrielle, c'est que on remplace une économie B2B, je l'ai dit, par une économie essentiellement drivée par le client final, ça c'est très très nouveau, et également par le fait qu'on remplace
les relations contractuelles contraignantes, typiquement les relations que vous avez avec votre opérateur téléphonique avant, c'était engagement de 12 mois, 24 mois, pénalité si vous sortiez, etc., par une économie liée à l'addiction et à la satisfaction. D'ailleurs, même les opérateurs téléphoniques l'ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il vaut mieux récompenser les clients qui restent chez eux plutôt que pénaliser ceux qui veulent partir. C'est beaucoup moins cher en termes de churn, de garder le client et de le rendre heureux, que d'essayer de l'empêcher de partir, et une fois qu'il est parti hystérique, d'essayer de le récupérer. Ça coûte vraiment très très cher. Et donc, on est dans cette économie-là, et c'est une vraie révolution copernicienne pour la plupart des industriels dans les secteurs classiques. Alors, cette révolution industrielle a aussi d'autres conséquences importantes sur les marges et sur la manière dont elle est financée. Il faut bien voir que cette révolution industrielle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que la révolution des années 2000-2010, à savoir un monde de gentilles petites start-up financées par quelques millions ou dizaines de millions d'euros. On est ici sur un mode d'hypercapitalisme dans lequel des sociétés comme par exemple Uber, Tesla ou SpaceX sont financées à coût de milliards de dollars et pas de millions de dollars. Donc on a 2 zéros, voire 3 zéros de plus sur le chèque. Non pas par des gentils VC, mais par des méchants milliardaires. À savoir, derrière les levées de fonds d'Uber, vous avez les milliardaires de l'Internet, donc Elon Musk, son argent à lui. Vous avez derrière Goldman Sachs, des milliardaires russes, des oligarques russes et des milliardaires chinois. Donc on est dans une logique extrêmement différente, extrêmement agressive en termes capitalistiques, où des gens font un pari spéculatif à long terme, financé par de l'argent privé, leur argent. Ce n'est pas la bourse, ce n'est pas les banques qui financent ce genre de développement, sur des paris à long terme, sur l'établissement de rentes futures, mais des rentes qui sont si vous voulez, garanties par une addiction. Donc les rentes dont on parle, c'est quoi? Les rentes dont on parle, c'est le fait que vous changiez votre iPhone tous les ans ou tous les 2 ans, c'est le fait que vous achetiez votre abonnement Office 365, que vous payez votre abonnement Spotify, que vous achetiez toute la journée sur Amazon, que c'est ça les rentes futures. Hein. Et ces rentes-là, aujourd'hui, se font soit ce sont de nouvelles rentes qu'on invente, ce sont des rentes en remplacement. Spotify, ça a remplacé iTunes, moins 13% sur iTunes en Europe cette année à cause de Spotify et Deezer, qui lui-même a remplacé les rentes de l'industrie du disque. Donc soit c'est des rentes de remplacement, soit c'est une nouvelle rente. Et aujourd'hui, on assiste à une déclinaison de cette nouvelle angle, cette nouvelle révolution industrielle sur des industries tout à fait traditionnelles, que sont par exemple l'énergie, par des attaques par le haut, par le bas. Par le haut, le thermostat, Nest et d'autres types d'objets connectés commencent à s'attaquer au client final. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, cette révolution est caractérisée par le fait que les industries s'adressent directement, dans une relation numérique directe, connectée, addictive au client final. Donc ces objets connectés s'attaquent au confort dans la maison et considèrent que finalement les fournisseurs d'énergie ne sont que des simples fournisseurs auxquels on va acheter en gros, revendre au détail. Le même phénomène s'est produit pour les opérateurs télécoms qui aujourd'hui se doivent de supporter des investissements extrêmement lourds pour supporter le trafic qui passe sur leurs tuyaux. Un tiers du trafic qui passe sur les tuyaux d'Internet aujourd'hui, c'est de la vidéo qui vient de Netflix et de YouTube. Autrement dit, la pénalité pour ne pas s'occuper d'inventer le futur de sa propre industrie dans une logique grand public de capture du client par le plaisir et non pas du capture du client par la contrainte, eh bien, c'est de se le faire imposer par quelqu'un d'autre qui va vous obliger à devenir un fournisseur, de supporter les investissements et eux va prendre la marge. C'est à peu près ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, ça va prendre 10-15 ans, et la maîtrise de la donnée, la capacité à utiliser la donnée pour faire rentrer les clients dans cette logique d'addiction est absolument critique. Donc ça, c'est pour recaser la révolution technologique face à une révolution qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde et beaucoup plus durable, qui est cette révolution, ce basculement de l'industrie, d'échanges B2B entre industries verticales bien connues par des conglomérats intégrés verticalement qui targetent des usages grand public. Et si vous voulez, dans la mesure où on adresse des usages grand public extrêmement ciblés, finalement, dans le cerveau des gens, il n'y a pas énormément de place pour des nouveaux usages addictifs. On n'a pas infiniment beaucoup de cas sur lesquels on est prêt à être dépendant.
Donc la prime au premier entrant, celui qui invente l'usage et qui s'y impose, est absolument totale. C'est-à-dire, c'est, comme on dit en bon français, winner takes all, c'est-à-dire que celui qui a inventé cet usage et qui s'y est mis devient absolument indéboulonnable. Si on revient par exemple sur les gagnants de ce que j'appelle moi la deuxième révolution numérique, qui est la révolution grand public, la première étant la révolution IT dans l'entreprise des années 80-90, vous regardez par exemple Google, c'est quoi l'addiction et c'est quoi alors moi j'appelle ça des monopoles naturels, alors je me fais taper sur les doigts par les économistes qui me disent que c'est pas des monopoles naturels, mais en fait ça en est parce qu'il y a des effets de réseau et d'externalité qui sont extrêmement forts. Si vous regardez Google, c'est quoi le monopole naturel? C'est la publicité, c'est le business model de l'Internet gratuit. Ça, c'est un des premiers monopoles. Le deuxième, je dirais, l'addiction naturelle, c'est l'accès instantané à toute forme d'information sur son mobile, la géolocalisation, le moteur de recherche, etc. Si vous regardez Apple, c'est plus intéressant. Quelle est la proposition d'addiction d'Apple, si j'ose dire? C'est ce que j'appelle la pantoufle numérique. C'est très confortable, Apple. Quand vous rentrez dans leur écosystème, c'est les délices de Capou. Vous rentrez, tout marche bien avec tout, etc. Alors, vous êtes un peu prisonnier, c'est un peu l'idée, hein. Mais en même temps, vous avez quand on prend de la drogue, en général, on a aussi un côté positif, hein. Bon, c'est pareil pour Apple. Quand vous regardez Amazon, c'est l'accès instantané aux biens physiques, le fait de se faire livrer en 24 heures gratuitement des objets. Si vous regardez Facebook, c'est l'interaction sociale avec absolument tout le monde. Bon. Donc, et si vous regardez bien aussi, l'ensemble des efforts que font chacun de ces gens-là pour aller sur le métier naturel de l'autre sont des échecs. Google Plus est un échec. Si vous regardez Google Store, pour Google, je ne sais pas comment ça s'appelle, Marketplace, etc., c'est un échec par rapport à Amazon. Si vous regardez... enfin bon, vous pouvez regarder, c'est très très dur d'aller déboulonner ces géants-là sur le monopole naturel. Et donc, la maîtrise de la relation client, la maîtrise de la compréhension des clients pour leur proposer des usages addictifs est absolument clé. Et la vitesse à laquelle les industries traditionnelles vont le faire pour éviter que quelqu'un d'autre leur invente leur propre futur est absolument clé. Et donc la maîtrise de la donnée, c'est l'outil qui permet de devenir leader dans ce monde dans lequel on est en train de vivre une évolution numérique extrêmement violente, car, je le rappelle, elle est financée par ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire de l'argent privé. C'est leur propre argent que ces gens-là engagent, donc ils sont dans une logique spéculative long terme, et ils parient sur la captation d'une position dominante dans un marché de rente. Voilà. Si vous n'avez pas compris ça, il y a vraiment un truc qui vous échappe. Regardez le monde avec ces yeux-là, vous allez voir subitement beaucoup de choses vous sembler beaucoup, beaucoup plus claires. Voilà. Alors on sent bien qu'il y a dans ce discours une continuité entre le big data et l'intégralité de toutes les révolutions qu'on va vivre prochainement technologiquement et scientifiquement. On a cité par exemple l'Internet des objets. Il y a une notion aussi de continuité par rapport à la valeur ajoutée d'une nouvelle industrie, être capable de fournir un service mais full stack, c'est-à-dire jusqu'à accéder directement à la user experience et à l'utilisateur final. Comment on peut illustrer ça, par exemple, dans le monde de l'automobile et quels sont les secteurs pour lesquels cette transformation a déjà eu lieu et les secteurs qui seront incapables de mettre en place cette transformation? Alors, deux exemples. Un exemple où ça a eu lieu et ça continue à avoir lieu et qui est particulièrement intéressant, j'en ai parlé, c'est le monde de l'industrie musicale. Si vous regardez bien, si vous analysez l'ensemble de ce secteur sous l'angle de l'addiction ou la satisfaction de l'utilisateur, enfin l'addiction c'est un terme péjoratif, mais j'insiste là-dessus parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, remplacer la contrainte par l'addiction, c'est ça le maître mot de cette révolution-là. Steve Jobs en fait a fait le constat que c'était quand on achetait des CD, on avait un certain nombre de rayonnages pour les ranger. Et comme c'est compliqué pour les gens qui ont des problèmes de vertèbres comme moi de lire les CD en tournant la tête, on écoutait finalement toujours les mêmes qu'on posait au-dessus de l'étagère où on rangeait les CD et on écoutait 10 CD alors qu'on en avait des centaines. Donc lui qui était grand amateur de musique, il est allé voir l'industrie du disque et leur a dit vous, votre fonds de catalogue, finalement, votre business model, c'est vous lancez un nouvel artiste ou un nouvel album. Il y a une période assez courte où les gens achètent l'album et après, l'album se vend de temps en temps, mais finalement, il rapporte plus grand-chose. Donc votre fonds de catalogue finalement n'est pas rentabilisé et vous n'avez pas de business model pour le rentabiliser. Donc donnez-moi les droits d'usage de votre fonds de catalogue et moi je vais inventer un business model qui va rentabiliser ça. Alors je suis sûr qu'il n'aura pas dit ça comme ça, sinon les autres auraient dit oula, c'est quoi l'usage? Donc ça c'est un exemple typique de quelqu'un qui s'est autorisé à penser
autorisés à penser qu'ils pouvaient inventer le futur d'une industrie qu'ils ne connaissaient pas. Et à l'inverse, les gens qui étaient dans l'industrie en face se sont interdits de croire que quelqu'un qui n'était pas de leur industrie pouvait faire ça. Et c'est absolument caractéristique de, alors j'ai pas le temps, mais d'un nombre d'industries absolument incroyable. Donc les gens qui sont dans une industrie ne peuvent pas croire que quelqu'un va inventer quelque chose de nouveau dans leur industrie. Bah, évidemment, eux, ils connaissent leur industrie, sauf qu'ils la connaissent dans un modèle particulier, alors que les gens regardent de l'extérieur, regardent l'industrie avec un regard neuf. Et donc qu'est-ce qu'a fait Steve Jobs? Il a dit, il a sorti l'iPod. Il y a peut-être certains qui n'ont pas connu l'iPod 1, ici, non quand même, peut-être pas. Mais l'iPod 1, c'était 1000 chansons. Donc typiquement les 1000 chansons que vous aviez sur vos 100 CD. Vous pouviez prendre toute votre bibliothèque musicale en mobilité. Et donc premier truc addictif, vous aviez la musique toujours sur vous. Deuxième truc addictif, vous n'écoutiez pas toujours les mêmes 10 CD qui étaient posés au-dessus de votre étagère. Donc première révolution d'usage, première addiction. Et donc ça a donné naissance à iTunes. Mais il y avait quand même une contrainte encore d'usage qui était que finalement vous écoutiez toujours la même musique. Vous les aviez toutes, vos CD, vous aviez tous vos CD, mais vous écoutez toujours la même musique. Deuxième révolution d'usage, le streaming, où cette fois-ci on permet d'utiliser, en échange d'un abonnement, d'écouter n'importe quelle chanson, pas seulement les 1000 mêmes chansons. Et ce qui est intéressant, c'est que cette industrie a essayé de rentrer dans une logique de rétention de clients par la contrainte indirecte, c'est-à-dire je vais faire des playlists aux gens, et donc quand ils vont vouloir passer d'un service à l'autre, ça va être compliqué pour eux, donc ils vont rester. Eh bien, ça n'a pas marché. Finalement, les playlists, je ne crois pas que personne en fait beaucoup, et finalement, quand vous en faites, enfin, moi j'en fais, mais franchement, ça me... Voilà. Et donc, deuxième révolution d'usage, non seulement je vais écouter toute la musique en mobilité, mais en plus je veux ne pas avoir à choisir. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la recommandation, donc le streaming, pardon, première révolution, je vais écouter toute la musique, le streaming. Et donc ça, c'est marrant parce qu'Apple, en fait, est tombé dans le même travers de dire c'est quand même pas quelqu'un, c'est quand même pas à quelqu'un comme nous qui avons fait le coup précédent à l'industrie musicale qu'on va refaire le coup de nous inventer un nouveau business model pour la musique. Et donc, pendant des années, ils ont été dans le déni, comme la presse l'a été pendant longtemps, comme les acteurs télécoms l'ont été, comme tous ces acteurs, les uns après les autres le sont. Et donc, on est arrivé à ce que je disais, c'est-à-dire moins 13% sur les ventes de musique, de l'achat de musique sur iTunes en Europe cette année. D'où le rachat de Beats Music, d'où le fait qu'ils rentrent sur ce marché, en espérant qu'ils arriveront à les faire entrer dans leur pantoufle numérique. C'est pas complètement gagné, mais on verra. Et donc, première révolution, enfin deuxième révolution, le streaming. Troisième révolution qui est en cours de développement. On ne sait pas qui va gagner. D'ailleurs, c'est le pari que fait Apple. C'est finalement quel est le bon système où on va me recommander la musique à écouter. Plutôt que je peux écouter n'importe quoi, mais il faut que je le choisisse. C'est un peu prise de tête. Comment le système va comprendre la bonne musique pour moi et me la proposer. Et ça, si vous regardez bien, c'est extrêmement intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus addictif qu'un système qui vous recommande la vraie bonne musique que vous voulez et qui marche? Petit astérix en bas de la page, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'il y a de plus à la fois ça vous satisfait et à la fois ça vous empêche de sortir. Parce que quand vous allez expliquer au réseau de neurones qui fait la recommandation qu'il faut qu'ils exportent les neurones pour le mettre dans le neurone du concurrent, c'est pas gagné, hein. Exporter les playlists, on comprend vaguement ce que ça peut vouloir dire d'un point de vue technique, mais exporter le cerveau au réseau de neurones, ça, je pense qu'on ne saura pas faire. Donc, ça, c'est l'addiction ultime. Ça fait ce que ça veut et en plus, c'est impossible d'en sortir. Ça, c'est l'héroïne. Donc vraiment, cette industrie travaille comme ça. Donc, première dans l'industrie encore numérique. Dans l'industrie pas numérique, le secteur automobile est un secteur particulièrement intéressant parce que, plutôt que le secteur automobile, dans cette industrie, on ne parle plus d'industrie, enfin dans cette révolution industrielle, on ne parle plus d'industrie en silo. L'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie spatiale, etc. On parle d'écosystème d'usage. C'est une révolution industrielle tirée par les usages. Et donc, dans le domaine, l'usage qu'il faut regarder de près, c'est l'usage de la mobilité en milieu urbain. Il y en a un autre qui va être, on va dire, l'univers domestique. Mais bon, on va pas faire les deux, on n'a pas le temps. Mais dans le domaine de la mobilité urbaine, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Vous avez Autolib, vous avez qui commence à passer d'un modèle d'achat de véhicules à un modèle de location de véhicules. Et ça, c'est à la fois
un domaine, enfin une tendance sociétale qui est forte pour deux raisons. D'abord, l'appauvrissement des classes moyennes dans les pays industrialisés qui font que de plus en plus de gens n'ont pas les moyens d'investir dans un véhicule. Et ce, d'autant plus qu'en milieu urbain, ça finit par coûter très très cher. L'assurance, les PV, le garage, l'essence, etc. D'ailleurs, c'est un problème pour les assureurs, dans la mesure où cette tendance sociétale est une tendance lourde. Et tendance qui est renforcée par le fait que la génération Y, qui monte en puissance en termes de pouvoir d'achat et de responsabilité, est elle-même plutôt dans une logique d'économie du partage, de jouissance et non pas de possession. Donc les deux phénomènes s'amplifient et font que la base assurantielle, la base assurable pour les assureurs se réduit. Donc ça, c'est un premier dommage collatéral de cette révolution de l'écosystème de la mobilité urbaine. Et le deuxième dommage collatéral, ça va être les constructeurs automobiles, où si jamais demain Uber, par exemple, fait un deal avec Tesla pour faire non pas des roadsters pour les CEO en mal d'émotions fortes, mais des petits véhicules façon Autolib pas chers, qui en plus, avec le logiciel de Google, se conduit tout seul en ville et va se recharger en périphérie près du boulevard des Maréchaux, là, va se recharger tout seul comme votre aspirateur, là, quand il n'a plus de courant, tranquille, il prend pas de client, il va se recharger et puis il revient. Et puis en plus, à l'arrière, au lieu d'avoir un coffre, vous mettez 5 petits coffres, et puis avec votre puce NFC, vous remplacez UPS, Colissimo, DHL et tout ça par, on vous bloque un quart d'heure chez vous, la petite voiture, elle arrive en bas de chez vous, vous descendez, vous mettez votre téléphone, le coffre sous, vous prenez votre colis, vous repartez. Donc ça va disrupter aussi la Poste, Colissimo, DHL, les constructeurs automobiles, parce que dans cette logique-là, les gens qui fournissent ces services à des millions de gens dans le monde fabriqueront leurs propres véhicules, comme Tesla fabrique les siens. Donc vous disruptez aussi un nombre de gens absolument incroyable. Donc il faut vraiment... On ne peut pas raisonner autrement dans cette industrie que de partir par les usages finaux. Dernier exemple très intéressant, si vous regardez aujourd'hui dans le secteur spatial, SpaceX, qui est ossifié par Elon Musk, qui est vraiment le bonhomme à regarder le plus près dans cette industrie, parce que c'est le seul à s'attaquer aujourd'hui pour l'instant à l'industrie vraiment lourde. Le coût de mise en orbite du kilo par les lanceurs de SpaceX, le Falcon 9, c'est $10 000 le kilo en orbite. À titre de comparaison, Ariane 5, c'est 20 000, c'est le double. Et il y a 5 ans, ils étaient 30% plus chers, c'était 2600. Et donc, devant les succès de Tesla, ils ont mis à la poubelle les projets qu'ils avaient pour Ariane 6, pour refaire un nouvel Ariane 6, dont l'objectif de coût est la moitié de ce qu'il était initialement. Donc ça a déjà des effets extrêmement tangibles sur l'industrie, tout ce qui est de plus lourd, dans des secteurs où on ne s'attendait vraiment pas à voir arriver les géants du numérique. L'automobile, le spatial, les moteurs d'avion, le big data est absolument essentiel. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup François d'être venu. Je vais me permettre de poser juste une dernière question parce que je pense que Winner Takes All, ça fait rêver beaucoup de personnes. Ces milliards en Californie pour créer des startups aussi. Mais quel est le rôle de la France? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des start-upers à Paris qui veulent lancer leur société sur une thématique qui s'insère dans cette révolution industrielle? Il faut se consacrer l'essentiel de sa réflexion à l'usage. En France, on a en bonne culture, alors je suis ingénieur, bonne culture d'ingénieur, c'est je sais faire un truc génial, j'ai le clou, j'ai le marteau, je cherche les clous. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire? C'est vraiment pas comme ça que ça marche dans ce monde-là. C'est quel est l'usage, quelle est la facilité dont, si je la fournis aux gens, ils ne pourront plus s'en passer. Quel est le service qui n'est pas rendu aujourd'hui? Et ensuite, je me débrouille pour faire le service, dans cet ordre-là. C'est vraiment pas très français comme manière de faire, vraiment. Donc le marketing est absolument clé, l'analyse sociétale est absolument clé, etc. Ensuite, il faut pas s'empêcher. C'est vrai que l'inconscient collectif dans ce pays est complètement déprimé en disant on n'est plus en mesure de définir notre propre futur, etc. Il faut voir que les gens en Californie, leur principale caractéristique, non seulement c'est d'être dans un écosystème extrêmement riche, non seulement c'est d'avoir accès à des milliards de dollars de financement, mais c'est surtout de croire qu'ils peuvent inventer le futur. On ne peut pas réussir dans cette économie si on n'a pas la certitude qu'on a compris un truc que les autres n'ont pas compris pour changer le futur. Donc il faut penser grand et il faut penser vrai, au sens c'est quoi que les gens veulent faire vraiment. Et non pas c'est quoi que je sais faire en termes de technologie, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir en faire comme produit. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Merci beaucoup, merci de m'avoir fait l'amitié de venir encore à DataJob.